Taxi FM. Taxi FM. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver à bord de notre sympathique taxi pour la grande messe de vendredi. Taxi Presse aujourd'hui, c'est avec Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous, Fabrice Pétizi, le patron du journal Le Libéral, Ferdinand Haïté, le patron du journal L'Alternative, et Tchaniawa Remiaou, le patron du journal Nouvelle Opinion. Vous comprenez que ce matin, nous passerons en revue, comme d'ailleurs tous les vendredis, les grands sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine au Togo, en Afrique, s'il y a besoin. Le dialogue politique qui a démarré hier avec le comité préparatoire, la sortie de Monseigneur Philippe Fanoko Kodro qui semble jeter un coup de froid, il faut le dire, dans le dos de certains états-majors, devoir de mémoire ou volonté manifeste du prélat d'en rajouter à la polémique. On reviendra sur le sujet. Nous voyagerons aussi en Afrique du Sud. Jacob Zuma qui quitte la présidence du pays, une démission largement commentée sur le continent. Quelles leçons en tirer aujourd'hui? On posera clairement le problème et on va en discuter avec mes confrères en studio. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Et ce n'est pas faux. D'abord, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Togo Matin qui évoque le dialogue inter-togolais, démarrage des travaux préparatoires sur une note de progrès et d'optimisme. Vous lirez l'article dans le journal. L'éditorial, l'évangile selon Saint Bodro, le confrère qui fait allusion à la dernière sortie de l'archevêque émérite de Lomé. L'article est découvert dans le journal, bien sûr. Et puis, en Afrique du Sud, succession de Zuma, Ramaphosa, investi président, à découvrir dans le quotidien Togo Matin. L'autre quotidien, c'est Liberté. Liberté qui parle de l'ouverture du dialogue. Le comité préparatoire a fait beaucoup de progrès selon la médiation. L'article a découvert dans le journal avec la photo de Albert Kandapa, le ministre ghanéen de la Sécurité, représentant du médiateur ghanéen. Sa photo à la une du journal. L'article, c'est à la page 6. Et cet appel du père Pierre Chanel Lafognon au cadre politique catholique. Ouvrez vos cœurs à la voix de Dieu, aux cris du peuple et aux interpellations des évêques. Il y a aussi l'église évangélique presbytérienne du Togo et l'église méthodiste du Togo qui appellent à un dialogue porteur des valeurs de vérité. Le confrère Liberté en fait cas. Et puis la démission de Jacob Zuma aussi en plein mandat. Avis à Fort Gnassingbé aux avocats du diable et aux anges, enfin, je veux dire aux sages du RPT Unir. L'article à lire dans le journal. Et puis trop d'allégeance tue l'allégeance, rapport annuel des forces armées togolaises ou motion de soutien à Fort Gnassingbé. C'est l'interrogation du quotidien Liberté. Il y a le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie qui est aussi dans les kiosques ce matin. L'Union pour la Patrie évoque le blackout sur les préliminaires des pourparlers intertogolais qui démarre le 19 février prochain. Donner une chance au dialogue, écrit notre confrère. Et puis communiqué du gouvernement suite aux affirmations de deux organisations de la société civile, Rejad et arrête, indignation et rejet d'un rapport tendancieux, irresponsable et manipulateur. Vous lirez l'article dans le journal L'Union pour la Patrie. Et puis réadaptation des personnes en situation de handicap. Loi DCPH et le Togo signent un accord de siège pour améliorer l'accès aux soins. L'article de Covid dans le journal L'Union pour la Patrie. L'autre billet hebdomadaire, c'est l'Alternative qui évoque la discussion en 3 étapes. Comité préparatoire, forum, dialogue. C'est la page 3 avec bien sûr la photo du ministre Gilbert Bawara, du médiateur ghanéen Nana Akufo-Addo et puis du député
Jean Kissi. Et puis, Monseigneur Philippe Fanoko Podro qui indique une sortie honorable à Fort. Le confrère en parle ici, la démission de Jacob Zuma. Une démission qui cloue le bec aux juristes faussaires du Togo. Et puis le confrère qui nous renseigne que Asiba Johnson du Rejad a échappé à un enlèvement. Vous lirez cela dans le billet hebdomadaire L'Alternative. Il y a aussi le Canard indépendant. Dialogue politique, les préparatifs entourés de discrétion. Solution à la crise togolaise, les vérités de Monseigneur Podro à la classe politique a découvert dans le journal. Et puis un autre sujet également lié à la politique avec le grand rapport des forces armées togolaises. Une réplique à la problématique de la participation ou non de la grande muette aux élections. Interrogation découverte dans le journal Le Canard indépendant. Il y a aussi le journal Le Tonnerre, sortie de crise. Monseigneur Podro trace la voie divine, conclut notre confrère. Le journal qui évoque aussi le début hier des discussions à Lomé avec les préliminaires. Enfin, que le Togo soit le seul gagnant, conclut notre confrère avec la parole qui est donnée à Jibé Baora qui dit il n'y aura pas de sujet tabou et de Tchatikbi ou Rodikba. Il dit plutôt que la voie où la victoire n'est pas loin. Togo Réveil. Togo Réveil évoque le séminaire international sur la gestion des comptes cotisants et des comptes individuels vers une gestion plus performante des organismes de prévoyance sociale de la zone Cyprès. Les détails sont à découvrir dans le journal Togo Réveil. Et puis, comme en 1991, Monseigneur Podro apporte sa pierre à la complication de la situation politique, analyse le confrère Togo Réveil. Et puis bientôt, une maison de l'étudiant à l'université de Lomé. Et l'interview du professeur Dodi Kokoroko a découvert dans le journal. C'est lui le président de l'université de Lomé. L'article c'est dans le journal Togo Réveil. Vérité des peuples, dialogue politique au Togo, faire tout pour une issue favorable. L'article a découvert aussi dans le journal. Et puis par rapport donc à ce rapport indécis du RAGED et du RED sur la situation des droits de l'homme au Togo, le gouvernement réagit pour situer l'opinion. L'article est dans le journal Vérité des peuples. Écho du pays, la Saint-Valentin à Lomé, une fête timidement célébrée cette année, constate le confrère Écho du pays. Dialogue politique au Togo, démarrage des préparatifs, les protagonistes au carrefour de l'histoire, écrit Écho du pays. Économie développement avec l'attribution de 20% des marchés publics aux jeunes Togolais, 40 milliards de francs CFA consacrés en 2018 aux futurs entrepreneurs. Avant nous, les compétences requises, s'interroge déjà le journal Économie et Développement qui a parlé également de partenariat CEDEAO, Turquie pour renforcer les liens économiques et créer des opportunités pour le commerce et l'investissement. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est l'éveil de la nation, le billet hebdomadaire. Dialogue togolais, inter-togolais, travaux préparatoires depuis hier, le vif du sujet dès lundi prochain. Et puis, proposition de sortie de crise, Monseigneur Podro en rajoute à la polémique, analyse le journal l'éveil de la nation. Le confrère qui parle également du ministère de la Santé, guerre ouverte entre les fournisseurs, des directeurs régionaux et préfectoraux, des victimes collatérales. Vous lirez l'article dans le journal. Voilà pour les journaux qui sont dans le kiosque ce vendredi. Il y a pas mal quand même. L'éveil de la nation, économie, développement, écho du pays. Vous avez vérité des peuples, le Tonnerre également. Vous avez Togo Réveil, le Canard indépendant, l'Alternative, l'Union pour la patrie, Liberté, oui, Togo Réveil, et puis Togo Matin. Et nous sommes en studio avec les confrères. Bonjour Abi Alpha, vous êtes le patron du journal Le Rendez-vous. Bonjour Abi. Bonjour à toi, bonjour à toute la table, à la rédaction, à tous ceux qui nous écoutent. Vous allez bien? On rend grâce à Dieu. Bonjour à vous. Merci. Bonjour Fabrice. Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Aladi. Eric, bonjour, et bonjour à tout le panel ici présent. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Bonne prière de Djouma pour les musulmans. Parfait. Rebonjour Ferdinand Haïté. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs. Et nous allons commencer avec l'actualité sur le continent. Jacob Zuma, contraint de démissionner, il a laissé sa place à son vice-président Cyril Ramaphosa. Et sur le continent, le sujet est largement commenté. Abi Alpha, qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui, cette démission de Jacob Zuma, lui qui est éclaboussé par des scandales terribles? Oui, évidemment. Cette démission nous donne encore une preuve qu'il y a des pays qui sont encore debout en termes d'éthique, en termes de démocratie. L'Afrique du Sud
si ce pays n'est pas la première, il est la seconde puissance d'Afrique. Et je pense que c'est en termes de bonne gouvernance, le pays vient encore de donner la preuve. Je crois que beaucoup d'événements se sont empilés et puis à un moment donné c'était le camp d'en face, l'opposition qui lui tenait, c'est-à-dire sur le ring. À un moment donné, même dans sa formation politique, les divergences sont arrivées. Il fallait vraiment qu'il s'éclisse pour vraiment au moins laisser un minimum de crédibilité à sa formation qui a fait de lui un président de la République. Vous savez bien que cette formation vient de loin avec tout ce que Mandela a fait pour cette République. Donc sa démission, ça vient aussi clouer le bec à tous ceux qui pensent que un président ne peut pas démissionner en cours de mandat, parce que un président de la République, c'est quand même habituellement, répondant. Oui, habituellement, et comme ce qu'on est en train de voir, un président démissionne s'il y a faute lourde. Oui, bon, actuellement, si on parle de faute lourde, je crois qu'il n'y a pas de faute lourde, il n'y a pas de faute plus lourde que la corruption. Hein. C'est actuellement le développement qui tâtonne partout, les pays sont en train d'éternuer, tout est parti de la corruption. La corruption actuellement, ça gangrène beaucoup de choses, ça freine le développement, ça met les bonnes manières à terre. Donc je crois que si vraiment on doit reclasser, on doit recatégoriser les fautes, je crois savoir que la corruption va faire partir des fautes lourdes, ça c'est clair, si elle ne l'est pas déjà. Donc sa démission, ça fait du moral à ceux qui pensent à travers un certain juridisme, intéressés d'ailleurs qu'il n'y a pas de raison qu'un président, n'est-ce pas, démissionne en cours de mandat, et que ça donne aussi à réfléchir pour que les gens sachent réellement que, comme je le disais tantôt, qu'il y a encore des pays qui sont debout. C'est vrai, on parle de l'Afrique en général comme si tout est désordre ici, tout est dessous, mais il y a encore des sociétés qui tiennent à leur dignité, qui tiennent à une certaine image. Parce que si on compare, ce que je disais, nous disions hier dans notre papier que la corruption dont on accuse actuellement Jacob Zuma qui l'écoute sa démission, si on compare les scandales dont il est accablé à ce qui se passe par exemple chez nous ici, on vous dirait que c'est la nuit et le jour. La nuit et le jour, chez nous ici, il y a pire, mais ce n'est même pas au débat, parce que les gens pensent que c'est presque en train de devenir, de rentrer dans ces vices sont en train de devenir des vertus dans nos sociétés. Donc, quand un ton comme ça est lancé de la part d'un pays comme l'Afrique du Sud, je vais vous donner un exemple. Oui, je vais donner la parole aux autres. Je vais revenir à vous. Okay. Je vais revenir à vous, ne vous en faites pas, Abi Alpha, on a le temps. Fabrice, comment est-ce que vous analysez cette situation de Jacob Zuma, de l'Afrique du Sud en général? Est-ce que c'est une leçon, on va dire, aux autres nations que quand ça ne marche pas... Il n'y a aucune leçon à tirer là-bas, parce que en fait, cette émission n'est pas inédite. Hein. Souvenez-vous que même le successeur de Nelson Mandela aussi, Thabo Mbeki a été également contraint à la démission. Mais je crois que la constitution sud-africaine a une certaine particularité. On a l'impression que même quand le président est élu, son parti politique a de poids sur lui, a une influence sur lui. Moi, c'est un peu l'aspect que je vois en cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est une démission, oui, bon, une démission pour faire plutôt plaisir à l'ANC, mais pas forcément à toute l'Afrique du Sud, parce qu'en réalité, il s'apprête à aller à une élection, je crois que c'est pas plus dans un an au plus. Hein. Oui, l'année prochaine. Oui, donc cela voudrait dire que si l'ANC est dans une logique de ne pas laisser le pouvoir leur échapper, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jacob Zuma s'est rendu impopulaire, et le laisser aller jusqu'au terme de son mandat risque d'être préjudiciable pour le parti. Donc il faut le faire. Puisque quand il est parti, ce ne sont pas les Sud-Africains qui ont élu celui qui l'a remplacé. C'est pour cela que j'ai dit la constitution sud-africaine a une certaine particularité. C'est le numéro 1 du parti. C'est un peu dans le même schéma que ce qui s'était passé avec Thabo Mbeki. Donc fondamentalement, on ne peut pas dire aujourd'hui, puisque celui qui est venu, c'est pas le peuple qui l'a choisi, c'est pas de la démocratie, à mon avis, puisque la démocratie voudrait... Ils ont un régime parlementaire où le choix en réalité est fait au Parlement. Oui, c'est ce que je dis, mais il y a des élections qui se font également avant de renouveler le Parlement, et puisque les Sud-Africains savent qu'à travers le Parlement, ils ont leur
président de la République. Aujourd'hui, la façon dont ça se pose, c'est pour cela que je dis, je ne pense pas qu'il y ait des leçons à tirer forcément quelque part. Et puis la question de la démission, ça devient une décision personnelle. Hein. On peut vous contraindre de démissionner. Vous voyez les rapports de force. Parce que s'il ne démissionnait pas, on allait... Il y aura une motion de défiance, de censure. Donc, et ce sera humiliant. Donc naturellement, aujourd'hui, il n'a pas démissionné parce qu'il avait, contrairement à Thabo Mbeki, même si on l'a contraint un peu, lui, il est allé presque jusqu'au bout. Puisque même s'il s'accrochait, il ne pouvait pas tenir. Et donc, quand vous prenez, c'est comme vous prenez l'affaire Monica Lewinsky, où à un moment donné également, certains ont trouvé que Bill Clinton devait démissionner à un moment donné. On était pratiquement sur le point de déclencher la procédure d'impeachment, mais il n'a pas démissionné. Donc finalement, la décision de démissionner revient à celui qui est au pouvoir. Et ça dépend des rapports de force sur le terrain. Quand vous vous rendez compte que si vous ne démissionnez pas, on va vous démissionner, bon, naturellement, il vaut mieux sortir par la grande porte. La grande porte entre griffes, puisque déjà même c'est compromis. Oui, bien sûr. Ferdinand, vous l'avez écrit ce matin que cette démission de Jacob Zuma en réalité donne des leçons à des gens au Togo ici qui pensent qu'un président en cours de mandat ne peut pas quitter son pouvoir. Oui, mais avant même d'en arriver là, je pense que moi je ne partage pas l'avis de Fabrice qui dit que la démission de Jacob Zuma n'arrange pas les Sud-Africains. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, vous avez dit que c'est beaucoup plus l'ANC qui en profite et non l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que je vais repréciser ma pensée. Allez-y. Dit qu'en Afrique du Sud, aujourd'hui, il a démissionné, mais celui qui est là, ce ne sont pas les Sud-Africains qui l'ont élu. Oui, mais avant ça, vous avez dit peut-être c'est parti vite. Au fait, mais j'ai dit qu'il n'y a pas de leçon à tirer. Il y en a plein d'ailleurs. Quand vous voyez, d'abord la première leçon, c'est la lutte contre la corruption. On ne peut pas continuer d'accepter qu'à la tête de nos pays, des États, on continue d'avoir des dirigeants notoirement corrompus. Et Jacob Zuma, 800 chefs d'inculpation, avec tout le réseau des Gupta, tout ça. Donc ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que ce pays a des institutions fortes. C'est-à-dire que ce n'est pas les hommes qui sont forts, c'est les institutions. Et puis vous savez que la constitution sud-africaine est un peu en partie calquée sur celle des Britanniques, où quand on donne le mandat à un parti, c'est le parti qui le gère jusqu'à la fin du mandat. Et donc si, vous avez vu comment, lorsque Cameron a perdu le référendum en Europe, il a démissionné, mais le poste est revenu à son parti qui a choisi Theresa May jusqu'à la fin du mandat, à moins qu'on convoque en cours de mandat des élections anticipées. Voilà. Et donc, je disais que dans toutes les constitutions, ce matin, je disais dans toutes les constitutions, qu'on soit dans la monarchie, dans le semi-présidentiel, dans le parlementaire et même dans le présidentiel, il y a des mécanismes d'institution des chefs d'État. Même ça existe dans nos constitutions, ce qu'on appelle la haute trahison et tout ça. Donc on a vu ça dans d'autres pays. C'est ça qui bat en brèche toutes les théories qu'on a entendues depuis un moment sur nos radios où des gens sont venus nous dire oui, on ne peut pas dire à un chef d'État de démissionner alors qu'il est en cours de mandat. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et le cas sud-africain vient de nous le démontrer. Et ce n'est pas le premier cas d'ailleurs. Il y a eu d'autres cas. Il y a eu le cas de Dilma Rousseff, et on peut retourner dans l'histoire, il y a eu plein d'autres cas. Donc c'est un mécanisme qui existe dans toutes les constitutions. Soit, qu'est-ce qu'on appelle par faute lourde, il faut le qualifier. C'est ça qui fait parfois l'objet de débats entre les grands juristes. Est-ce que c'est le parjure? Est-ce que c'est l'intelligence avec l'ennemi? Est-ce que c'est des trucs du pays qu'on a bradé? Est-ce que c'est des secrets de défense qu'on a sortis? Donc ce genre de choses, ça arrive dans des pays où véritablement il y a une démocratie bien installée. Donc moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'Afrique qui évolue. C'est des lignes qui bougent. C'est vrai que l'Afrique du Sud, ce n'est pas sa première expérience, mais c'est des lignes qui bougent. Et avec aujourd'hui les réseaux sociaux, moi j'ai suivi hier l'investiture de Cyril Ramaphosa en direct sur SABC. J'ai vu les intervenants. Les gens l'ont mis en résidence surveillée carrément en disant bon écoute, tu as vu ce qui est arrivé à l'autre, si tu dois gouverner ce pays, voilà les lignes rouges, les limites à ne pas franchir. Parce que n'oubliez pas que Cyril Ramaphosa a été, tant bien même qu'il a été très proche de Mandela, il était même pressenti avant qu'on ne le pousse dehors, il est aussi dans le milieu des affaires.
il s'est enrichi. Et quand on est dans le milieu des affaires, la collusion des intérêts est vite faite. Peut-être on ne sait jamais, d'ici quelques mois, les journaux sud-africains vont sortir des dossiers qui vont peut-être éclabousser. Cyril Ramaphosa, déjà on a cité son nom dans les tueries de Marikana, où il avait dit aux entrepreneurs de tirer sur, ou bien il avait cautionné l'assassinat des mineurs. Et donc je pense que ce qui se passe dans ce pays, c'est l'éveil des citoyens qui sont là, les députés qui font leur boulot. Et longtemps, l'ANC a soutenu Jacob Zuma jusqu'au bout. Vous savez qu'il a échappé à 8 motions de censure. Ils l'ont soutenu jusqu'au bout, jusqu'à un moment donné, ils se sont dit, mais si nous continuons pas à soutenir le gars avec tous ces casseroles qu'il traîne, je dirais même c'est toute une cuisine, finalement nous-mêmes, on va finir par... Jacob Zuma a chuté parce qu'il a été lâché par son parti. Mais c'est ça, c'est ça. Tchanyawa Remiao, quelle est votre analyse de la situation? Parce qu'aujourd'hui, on a chacun, quand vous lisez la presse africaine, chacun essaie de ramener le problème sud-africain chez lui. Oui, bon, je crois que en termes de leçons, il faut que chacun essaye de comprendre que ce qui s'est passé en Afrique du Sud démontre à suffisance les forces que les partis politiques ont dans un pays démocratique. J'ai suivi Ferdinand qui disait que dans tous les systèmes, dans toutes les constitutions, il y a des mécanismes qui permettent d'instituer les chefs d'État pourtant élus. Et en plein mandat. En plein mandat. C'est vrai qu'il y a ces mécanismes-là. Et chez nous, puisque nous avons transporté le fait sud-africain chez nous, parlons-en. Moi, je crois que dans un pays démocratique, les gens peuvent demander à un chef d'État de quitter. Et ça peut se faire. Mais comment? Puisque dans le cas sud-africain, qu'on nous démontre, il y a le parti du chef d'État même qui a plus joué dans la balance pour son départ. Mais chez nous ici, il y a des partis politiques en dehors du parti qui a choisi un candidat qui a gagné et qui est là. Aujourd'hui, c'est d'autres groupuscules ou bien certains partis qui ne sont d'ailleurs pas concernés par la personne qui marche et qui demande au président de quitter. Si on me dit que tous les partis, tous les Togolais, c'est-à-dire dans leur ensemble, disent qu'ils veulent tel ou tel, ça se comprend. Mais ici, c'est certains qui estiment, alors qu'il y a certains qui se sentent bien dans la gouvernance de ce qui se fait aujourd'hui au pays. Et donc, c'est deux figures différentes qu'il ne faut pas associer. C'est vrai, moi je crois que ça permet d'ailleurs que les gens comprennent que les chefs d'État ne sont pas ce qu'ils sont d'eux-mêmes. Il y a des partis politiques qui les investissent et qui les surveillent de près. Et qu'ils ne peuvent pas se lever un beau matin comme ça et dire, bon voilà, vous m'avez choisi, j'ai été élu, bon donc je me balance. En même temps, est-ce que l'organisation sud-africaine, l'ANC, n'est pas différente de ce qu'on voit sur le continent? Un parti est assez puissant et peut dire à un de ses candidats, oui. Parti État. Oui. Non, oui, non, pas vraiment, mais c'est justement pour cela, c'est pour cela qu'il ne faut pas que les gens tentent de ramener le phénomène ou bien le problème chez eux. Puisque nous avons des réalités différentes. À chaque pays, sa constitution. À chaque pays, ses réalités également. Donc, quand moi j'ai compris... Non, mais c'est le fait que... Non, attends, j'ai remarqué... C'est le fait qu'il y a des gens qui... Non, j'ai démontré ça tout à l'heure en disant que si tout un pays se lève et dit que voilà notre vision, ça se comprend. Mais ici, chez nous au Togo, est-ce que c'est tous les Togolais qui demandent que le président quitte? Non, on ne le saura que lorsqu'on va aux élections. On va aux élections, ça se comprend. Je crois que les bonnes manières, ça s'inspire de partout. Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas toutes les bonnes manières qu'on importe de partout. Les bonnes manières sont universelles. Quand Obama est devenu président aux États-Unis, ici, nous tous on s'était réjoui qu'un blanc aussi est capable, s'il vous plaît. Non, c'est toi. S'il vous plaît. C'est pourquoi il ne faut pas parler. S'il vous plaît, qu'un blanc est capable de quelque chose. Parce qu'un blanc, un noir est capable, parce qu'un noir s'est imposé président de la République aux États-Unis. Quand Macron, très jeune, est devenu président en France, on en a fait ici notre chou gras parce qu'un jeune
de son âge aussi peut s'imposer dans cette... Mais quand notre président était plus jeune, il a pris, vous n'avez pas jubilé. S'il vous plaît. Quand Faure avait pris le pouvoir tout jeune, vous n'avez pas jubilé en plus. Il a pris ou bien on l'a remis. On parle de là, il a gagné les élections. Quel coup d'État? Un coup d'État, on l'a remis. En réalité, si on doit se réjouir dans le monde d'un président jeune, ça devait commencer par le Togo. On va aller à Molomolo. Ça devait commencer par le Togo. Qui a la parole? Pour revenir sur ce qu'a dit Fabrice, je ne suis pas du tout d'accord, pas du tout parce que... C'est votre droit, Ali Alpha. Oui, parce que d'abord, sachez qu'il y a eu plusieurs tentatives de mise en difficulté de Zouma. Les premières ne sont pas venues de l'ANC. C'est venu de l'opposition. Oui, de l'opposition. C'est quand à plusieurs reprises, on l'a taclé, ça n'a pas marché. Il dit, bon, si on se tait jusqu'à un nouveau donné, ce monsieur tombe, et que nous n'avons rien fait pour qu'il tombe, ce que notre parti est mouillé. Et ils sont mis dans la danse, ils ont contribué, le monsieur est parti. Mieux, par rapport à ces plusieurs motions de défiance qui ont échoué au Parlement, la justice sud-africaine s'est prononcée pour condamner le Parlement comme quoi le Parlement n'a pas bien fait son travail. Ça, tout le monde le sait. Donc moi je pense que on ne peut pas tronquer cette réalité. On ne peut pas la tronquer. Quand on parle de, s'il vous plaît, quand on parle de scandale, de corruption qu'il a éclapsé jusqu'à ce qu'il ne parte, je dis bien, je leur ai dit que mais quand on compare nos réalités à leur réalité, chez eux là-bas par rapport à la corruption, c'est le paradis. Sinon on trouve ça ici, c'est le paradis. Non, faut pas dire des choses comme ça. L'Afrique du Sud est plus corrompue que le Togo. Abi Alpha, s'il vous plaît, on ne fait pas l'apologie de la corruption. La corruption, c'est la corruption. S'il vous plaît, la corruption, c'est la corruption, mais elle a des niveaux. Elle a des niveaux. Et le Togo est en avance par rapport à l'Afrique du Sud. La corruption, c'est la corruption, mais elle a des niveaux. Donc moi je dis que, je vous donne un exemple. Entre-temps, on a beaucoup débattu ici sur cette histoire de 10 milliards qui ont disparu. Entre-temps, nous avons beaucoup engueulé l'autorité. Au niveau de la santé. On s'est plaint que le secteur de la santé par rapport au scanner et tout ça est laissé au calendrier grec. Mais l'autorité a réagi. Un prêt auprès d'une institution, c'est-à-dire étranger, a permis d'avoir 10 milliards. Vous savez comment ça a été géré? Vous savez le pourquoi depuis la ce monsieur-là, officier de son état qui est censé gérer les 10 milliards, a géré ça à perte et qu'on l'a rien fait? C'est parce que quelqu'un plus fort que lui a pris la moitié. Et lui s'est partagé le reste avec une partie de l'administration de l'hôpital. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. C'est une affirmation. Est-ce que vous avez des éléments? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des éléments? Moi, je veux que vous me disiez, si toi qui gères une émission comme cette radio, et que moi je suis un de tes employés, et qu'on me dit que j'ai pris 2 fois le budget de la radio. Non, vous ne pouvez pas. Donnez un autre exemple de la radio. Quand on te dit qu'il y a 125, quand on te dit que 125 milliards sont injectés pour redynamiser le secteur de l'électricité, et qu'après 2-3 ans, un projet qui est censé aller sur un long longue durée pour qu'on n'ait pas les problèmes de l'hydroélectricité. On te dit que 3 ans, le gouvernement sort pour dire que ce projet a échoué. Qui a fait que 150 milliards sont partis en l'air? Mais c'est trop facile. Donc à un moment donné, c'est que les gens sont mouillés de la tête jusqu'au pied et on ne peut pas sanctionner celui de qui le pétard est parti. Merci Abi Alpha. Fabrice, et puis on va passer à notre sujet. Moi je voudrais qu'on reste un peu sur le terrain légal par rapport à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Oui. C'est-à-dire quand on dit non, que les gens disent qu'au Togo, bon, on ne peut pas demander à un chef d'État de démissionner. La Constitution prévoit effectivement qu'en cas de faute lourde, un président démissionne. Mais qui qualifie la faute lourde? C'est la Haute Cour de justice. Oui, justement. Et est-ce qu'on l'a? Mais c'est-à-dire que il ne faut pas dire que c'est pas parce qu'on l'a, mais est-ce que dans une constitution on peut démettre un président en cours de mandat? Oui. Les gens ont dit non. Est-ce qu'on a entendu les gens, des juristes nous ont dit dans ce pays non? Non. On l'a entendu non? Tu as parlé tout à l'heure de la Haute Cour de justice. Alors est-ce que c'est la Haute Cour de justice qui a qualifié un fait demandé à Konya Sigbe de démissionner? Non, attendez. On n'est pas écrit non plus dans la Constitution que si ton adversaire politique dit de démissionner, tu démissionnes. Dans la rue surtout. C'est pour cela que je dis. C'est pour cela que je dis. Avant que quelqu'un ne démissionne, d'abord c'est une décision personnelle. Oui. Maintenant, au-delà de la décision personnelle, il y a dans des pays où, c'est-à-dire les lois sont faites de telle sorte que même si vous n'avez pas envie de démissionner, on vous démissionne. Parce que quand vous prenez le cas de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma avait envie de rester encore. Oui, mais il ne pouvait pas.
Puisqu'on lui dit, soit toi-même prends la décision de démissionner, on t'offre une sortie honorable, ou alors tu ne démissionnes pas, on te retire notre soutien. Donc ça revient à la même chose, donc automatiquement il démissionne. Mais quand vous prenez dans le cas du Togo, oui, notre constitution dit que si un chef d'État commet une faute lourde, il doit démissionner. Mais cette faute lourde-là, il faut que quelqu'un la qualifie. Et c'est la haute cour de justice. Bien. Alors, est-ce que la haute cour de justice a demandé à Faure Gnassingbé de démissionner? Non, c'est l'adversaire politique qui demande. C'est pour cela que je dis aussi, on peut être dans une situation où, par rapport au rapport de force, tu peux être contraint également à démissionner. C'est le cas du Burkina. Blaise Compaoré aussi a démissionné parce qu'à un moment donné, il a senti qu'il y avait un peuple dans la rue et puis sa garde l'a lâché. Il y a le cas cette semaine aussi du Premier ministre éthiopien. Oui, du Premier ministre. Mais quand vous prenez par exemple dans le cas du Togo, si aujourd'hui on peut demander au Premier ministre de démissionner, il peut dire non, je ne démissionne pas. Mais le Parlement peut s'organiser de telle sorte qu'il démissionne. On a fait ça. On l'a fait à Doboli. C'est à Doboli. Donc c'est sur ce cas-là, moi je suis. Et ça dépend des circonstances. Bien. Merci beaucoup Fabrice. Moi je pense que Ferdinand maintenant. Moi je pense que je veux repréciser le débat. C'est le cas de la corruption avec cette famille indienne. Oui, j'en arrive, mais je veux repréciser le débat. Je pense que nous tous nous avons suivi depuis que les événements du 19 août ont commencé ici des juristes qui sont venus sur les médias. Je pense qu'on peut avoir ce jour les sons encore qui ont dit on ne peut pas demander à un chef d'État de démissionner en cours de mandat. Vous avez entendu ça? Non, moi j'ai reçu un... Oui, on a entendu ça. Ce qui est faux. Ça dit que constitutionnellement ce qui est faux. Ce qui est faux. D'accord. Et les gens naïfs ont repris ça en disant oui, on veut demander à un chef d'État de démissionner en cours de mandat. Mais ces juristes-là, ils abusaient de l'opinion parce qu'ils savent très bien que dans toutes les constitutions du monde, il y a un mécanisme qui destitue des chefs d'État. Maintenant, comment le processus évolue? C'est ça qui devait normalement expliquer aux gens en disant, par exemple, le cas de l'Afrique du Sud ne peut pas être le cas du Togo, ne peut pas être le cas de la Guinée, ne peut pas être le cas du Burkina ou le cas de... Ça dépend des régimes qui sont en place. Mais quand on est un pédagogue, il faut d'abord fixer la matrice en disant, oui, pédagogiquement, on peut faire démissionner un chef d'État en cours de mandat. Maintenant, dans quelles circonstances le chef d'État peut démissionner? Ça c'est le débat. Mais ils ne l'ont pas dit. D'accord. Ils ne l'ont pas dit. D'accord. Bon, maintenant, sur le cas de Jacob Zuma, je pense que même sur le cas de Jacob Zuma, vous savez que sa démission a été actée depuis, contrairement à ce que les gens pensent. Il négociait un certain nombre de garanties. Il négociait l'immunité. Son parti a dit on ne te donne pas l'immunité. Il négociait les frais de justice parce qu'il sait très bien que dès qu'il sort, c'est directement au tribunal. Et puis après, il a négocié tant bien d'autres choses, des garanties pour lui, parce que son fils est aussi très proche des Gupta. Oui. Donc il négociait tout ça, le parti ne voulait pas lui donner ça. C'est ça qui a fait traîner les choses en réalité. À un moment donné, le parti a dit on ne te donne rien. Parce que le parti sait que s'il accorde quelques privilèges que ce soit à Zuma, le parti va être écorché. Et dans un an, ils vont aux élections. Maintenant, cette famille Gupta qui a créé le scandale, qui est le plus grand scandale, avant-hier, on est allé pour chercher certains, ils ont disparu. Il y a un qui a voulu prendre un jet privé pour fuir. Il y a un pilote sud-africain qui pilote le jet privé qui a dit je ne te prends pas, je suis sud-africain, je ne vais pas t'aider à fuir. Actuellement, il est dans la nature en Afrique du Sud, dans le recherche. C'est des gens qui sont arrivés en Afrique du Sud comme ça, sans grand-chose, qui ont créé une petite usine ils ont lancé une première usine dans un garage comme on a créé Facebook, Google, tout ça. Et du coup, qui ont vraiment essaimé partout et qui ont encerclé même, ils ont pris même en otage toute l'économie, le système sud-africain. Il faut tomber des gens qui ne roulent pas. Il faut tomber des ministres, il faut tomber des gens, ils décident même de la nomination de certaines personnes. Ils ont déjà fait ça en Australie. Et ça a créé un scandale mondial et ça fait tomber le premier ministre australien. Malheureusement, ces gens sont ici. Ils sont où? Ils sont ici. C'est à eux le 2 février. C'est à eux le 2 février. C'est eux qui sont ici. C'est eux. Radisson Blu. Oui, c'est eux qui ont relevé le 2 février. C'est à eux. Avec de l'argent pas trop clair. Et c'est eux qui aujourd'hui vendent le phosphate avec les Israéliens. C'est le même groupe, c'est la même famille. Et actuellement, ils se lancent dans l'accaparement des terres au Togo ici. Nous avons déjà fait un premier dossier sur eux. Oui. Ils sont ici. C'est eux. Donc, quel est le lien aujourd'hui que nos dirigeants ont avec ces gens-là? Parce que c'est eux qui vendent le phosphate dans l'opacité totale. C'est la même famille. C'est le même groupe. Gupta. Oui, c'est pour ça que quand on relevait 2 février, on vous a dit que ceux qui relevaient venaient de l'Afrique du Sud, la société. Ah oui. C'est eux.
Ce sont les Indiens. C'est eux. Bien, très bien. Tchaniao, et puis on va passer à notre sujet, puisqu'on a beaucoup de sujets. Ferdinand a bien fait de repositionner le débat, de le recadrer. Et moi, je crois qu'on ne va pas faire amalgame autour de la question, mais il faut que ceux qui nous écoutent comprennent que l'Afrique du Sud, ce n'est pas le Togo. Le Togo, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Nous avons des modes de vie très différents. Nous avons différentes constitutions. Mais la seule chose que je voudrais que Ferdinand... La corruption a non. Écoutez, en termes de corruption, Abi, quand tu parlais... Non, écoutez, Abi, s'il vous plaît. On ne peut pas d'ailleurs oser comparer le taux ou bien le degré de corruption de l'Afrique du Sud avec le Togo. Je sais que tous les pays africains en souffrent. Mais devant l'Afrique du Sud, le Togo n'est qu'un petit poussin. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde, Abi Alpha, tu avais fait il y a quelques mois un reportage en direct de l'Afrique du Sud. Tu nous as dit que c'est un pays hautement, c'est sur cette radio, tu le disais, c'est un pays hautement corrompu, c'est un pays dangereux. Tu as dit ça, tu as dit que tu as cherché la corruption, là, c'est l'insécurité, c'est même père, même mère. Insécurité, corruption, ils sont les mêmes. Et donc tu l'as dit, donc ce n'est pas aujourd'hui, face à une situation qu'il faut dire que le Togo est beaucoup plus élevé en termes de corruption par rapport à l'Afrique du Sud. Mais moi, je suis d'accord avec ce que Ferdinand a dit tout à l'heure, que dans toutes les constitutions du monde, il y a eu des mécanismes qui permettent de démettre un chef d'État. Mais sauf que les juristes dont Ferdinand parle, qui sont venus dire que dans le cas togolais, c'est impossible. C'est de grands juristes. Seulement, la nuance que les juristes là faisaient, tu n'as pas fait ressortir ça. La nuance était que, vous savez qu'il y a la haute cour de justice qui peut se saisir d'un dossier quand le dossier est avéré, et la haute cour de justice peut demander au président dans le cas togolais de partir. Mais maintenant, est-ce que c'est elle qui joue au Togo? Non. Ce sont les adversaires du pouvoir en place qui ont pris d'assaut les rues et qui demandent... Ça a été aussi fait en Afrique du Sud. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Écoute-moi. Je voulais préciser. Je voulais préciser aussi à l'endroit de vous que c'est la même chose aussi en Afrique du Sud. J'en viens. Ça n'a pas prospéré. J'en viens. Comme ça nous prospère pour les Togo. Écoutez, je suis en train de dire quelque chose de très... Écoute, vous me touchez. J'ai dit, au Togo, la réalité, c'est que ce sont les adversaires du pouvoir en place qui ont pris d'assaut les rues et qui finalement demandent au chef d'État de partir. Est-ce que c'est un crime? Non, est-ce que quelqu'un a condamné ça? Mais au même moment, dans ce même Togo, il y a ceux qui sont du parti ou qui ont contribué et qui ont favorisé l'élection, ceux qui ont travaillé pour élire le chef de l'État, qui sont également sortis. Et à un moment donné, chacun a vu qu'il y a un rapport de force qui se faisait sentir sur le terrain. Et je crois que c'est ce rapport de force senti et réalisé dans tous les camps qui nous amène au dialogue. Donc on ne peut pas dire que ce qui s'est passé là-bas doit s'appliquer ou doit se faire un peu partout. Non, on fait un débat, personne n'a dit que ça va s'appliquer. Sauf que chaque constitution a des dispositions pour, n'est-ce pas, amener quelqu'un qui ne respecte pas son truc à démissionner. Vous savez qu'il y a un débat aussi depuis quelques jours. Heureusement que les discussions politiques ont démarré hier. Bon, on ne sait pas encore comment ça va être et qui seront à la table des discussions lundi prochain, puisque ça a été aussi dit clairement que c'est le 19 que les choses sérieuses vont démarrer. Mais il y a eu un débat de la participation ou non des forces armées togolaises aux discussions. Pour certains, c'est évident qu'elle a déjà un visage politique, autant l'impliquer au débat. Pour d'autres, ce sera un précédent dangereux. Et puis, les forces armées togolaises qui ont présenté leur rapport général au président de la République, le confrère Liberté parle aujourd'hui d'allégeance en allégeance, et trop d'allégeance tue l'allégeance. C'est pas ce que vous en pensez finalement de la participation ou non des forces armées togolaises aux discussions politiques. Fabrice? Non, moi je ne dirais pas que ce serait forcément scandaleux de les faire participer, mais même s'ils participaient, pour quel résultat? Moi, dans notre dernière parution, nous avons rappelé un peu l'historique avec la conférence nationale où l'armée faisait partie des forces vives de la nation qui étaient conviées à cette conférence nationale souveraine. Mais sauf que dans la salle, ils sont restés muets. On disait tout, ils ne disaient rien, jusqu'à ce qu'un jour, ils se retirent de la salle. Et puis bon,
certains analystes ont estimé que l'échec même de la conférence nationale était acté depuis le jour où l'armée s'est retirée de la salle. Et aujourd'hui, on a l'impression que... Mais jusqu'aujourd'hui, personne n'a pris la parole de dire quoi que ce soit. On les voit, ils agissent, ils ne disent rien. Même leur présence à un dialogue, et puis qui ira vous amenez le chef d'état-major à un dialogue, il va vous regarder. Vous avez vu même les officiers passer devant la justice avec cette histoire de secret d'État où on ne dit rien. C'est la grande muette, quoi. Et donc, je crois que, mais maintenant, ça, c'est dans la réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que l'armée n'ait pas contribué ou du moins participé à l'action, à l'activité politique du pays depuis l'indépendance. On ne peut pas nier ça. À plusieurs reprises, ils sont revenus sur scène et généralement, ils expliquent que c'est lorsque les civils ne s'entendent pas, se tiraillent ou quelque chose comme cela, qu'ils interviennent pour rétablir l'ordre. Et vous allez voir dans pratiquement tous les pays où il y a eu des coups d'État, c'était pratiquement un peu le même discours. Quand les civils ne s'entendent pas, bon, voilà, on remet l'ordre avant de voir comment les choses vont avancer. Mais aujourd'hui, l'autre revers de la médaille, c'est que le fait de faire participer l'armée également aux activités politiques, il ne faudrait pas que ça fasse jurisprudence, où à un moment donné, l'armée se croit, c'est-à-dire c'est comme si sur des questions politiques, on a besoin de l'avis de l'armée, alors qu'en réalité, constitutionnellement, l'armée est censée être soumise au pouvoir politique. Oui. Et donc, on craint un peu, bon, moi c'est mon analyse, je me dis que ça risque d'être un mauvais précédent, d'officialiser cette attitude-là du genre l'armée, bon, quelle est la position de l'armée sur... Même si elle est là aujourd'hui, il ne faut pas l'officialiser. Sur quelle est la position de l'armée sur un sujet politique. Alors celui qui parlera, il parlera au nom de qui? Même quand vous êtes chef d'état-major, vous êtes censé représenter l'armée, vous êtes là de façon passagère, hein, et puis bon, qui vous dit, on n'est pas dans un parti politique où on peut dire que le leader peut imprimer la marque à suivre à ses militants. Un chef d'état-major, c'est une professeure que vous occupez. Qui on envoie? Qui on va envoyer? Toute la question. Merci beaucoup, Fabrice. Abi Alpha, quelle est votre analyse sur ce sujet-là? Oui, je crois que l'armée est armée parce qu'elles ont une force que toi et moi, on n'en a pas. Et c'est ensemble qu'on s'est entendu ensemble on s'est entendu pour remettre à l'armée nos forces pour qu'elles nous défendent. Qu'entre nous, elles maintiennent l'ordre. Quand il y a un délinquant qui vient nous perturber ici, c'est la police ou la gendarmerie qu'on va appeler. Elle va intervenir, elle est différente de nous parce qu'elle tient les armes en arrivant. Si quelqu'un de suite du Bénin veut traverser la frontière avec des intentions belliqueuses, c'est notre armée qui va nous faire barrière grâce aux chars qu'on a achetés ou bien à notre force aérienne. Donc c'est notre sueur, toi et moi, nous tous cotisés, pour que ces armes soient achetées, pour qu'on confie ça à un groupe de Togolais par rapport à leur profil, leurs compétences, la formation qu'ils ont eue. C'est vous qui devez faire en sorte que nous soyons en paix, qu'on va aux occupations, qu'on dorme, qu'on se réveille sans escarmouche. Le sacrifice que le militaire fait pour porter un galon, toi et moi, on ne peut pas faire. C'est pourquoi d'ailleurs, on n'est pas allé là-dedans. Vous comprenez? Donc cela ne fait pas des superman qui doivent marcher là où on ne les attend pas. Il y a quelqu'un qu'on appelle chef suprême des armées, qui est le chef de l'État dans tous les pays. Je crois que ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle chef suprême des armées et que l'armée lui prête allégeance. À chaque fin d'année, quand ils font leur rapport, il y a quelqu'un à qui ils montrent leur rapport pour qu'il ait une idée de l'état de leur gestion, comment ça va. Donc c'est lui qui répond d'eux. C'est lui qui heureusement est en même temps le chef de l'exécutif. Alors on ne peut pas quand même, je ne peux pas être ici. Le chef de l'exécutif, c'est le premier ministre. Je dis l'exécutif, là, politiquement quand on dit exécutif, c'est tout ce qui est présidence et les ministères et la présidence n'est pas dans l'exécutif. C'est quelle institution? C'est la présidence de la République, c'est différent de l'exécutif. Mais chez nous, la présidence est dans l'exécutif. Ici, la présidence et la primature et les ministères, c'est l'exécutif. Il y a le Parlement qui est un autre département, je crois qu'on en a 4. Donc, il y a déjà le chef suprême des armées qui est en même temps l'exécutif. Donc, moi, je pense que c'est créer un débat là où il n'est pas. Parce que d'abord, on a déjà fait une expérience. Hier, j'étais avec quelqu'un qui a été un des grands acteurs de la conférence nationale souveraine. Il m'a expliqué comment l'armée a été un grand blocus pour la conférence nationale. Et ça serait une grave erreur de réinviter l'armée.
Je crois que l'armée, notre armée, on la connaît disciplinée, on la peut-être, si je dis républicaine, c'est un autre débat. Donc si elle sait qu'elle est républicaine, qu'elle s'aligne derrière le chef de l'État qui a sa position à défendre au dialogue. Très bien, calmement comme ça. Non, bon, moi je crois que on a démontré le grand rôle que l'armée avait joué dans ce pays, dans l'histoire. Et depuis un bon moment, je crois que notre armée, elle est devenue une armée républicaine, quand même si Abi Alpha dit que c'est un autre débat. Moi je sais que l'armée togolaise est une armée républicaine. Aujourd'hui, le Togo, surtout les politiques togolais, parce que pour moi, l'armée, elle est apolitique. Ils sont là pour tous les Togolais. Et donc, comme ils sont apolitiques, les politiciens ont un problème qui concerne quand même le Togo. Je ne vois pas pourquoi les gens veulent à tout prix qu'on associe l'armée aux questions politiques. Donc les politiciens n'ont qu'à se retrouver, ils vont faire ce qu'il faut. Et tous les Togolais souhaitent que les rencontres entre politiciens puissent nous accoucher des lendemains prospères. Et l'armée, elle est là, elle observe. Et Fabrice a démontré tout à l'heure lors de la conférence, au moment où les gens avaient souhaité que l'armée soit présente, elle n'a rien dit. Et je crois également que si aujourd'hui les gens invitent l'armée au dialogue, l'armée ne dira rien, elle viendra, elle va observer, à moins que les gens définissent clairement que un membre ou bien certains officiers de l'armée soient là en tant qu'observateurs. Je sais que l'état-major a aujourd'hui un chargé à la communication, je sais qu'il y a toute une équipe là-bas qui joue. Si les gens veulent que l'armée soit là en tant qu'observateur, peut-être oui, elle peut venir, peut-être pour s'enquérir de tout ce qui se discute du pays, qu'ils ont le rôle régalien de défendre, comme Abi Alpha l'a dit. Donc, elle peut être là, peut-être à titre d'observateur et non à titre impliqué totalement pour discuter des questions politiques. Moi, je n'en trouve pas. Le Togo a une crise, elle peut être gérée par les politiciens, assistée par tout ce que nous avons comme médiateurs, et je crois fermement que le Togo s'en sortira. Alors, même sans l'armée. Il y a un confrère qui disait sur ce plateau en début de semaine que l'armée togolaise est suffisamment à un visage politique, autant l'impliquer dans le débat. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir peur des choses? Je suis d'accord avec lui. Il ne faut pas faire usage de la langue de bois. Et depuis 1963, l'armée togolaise s'est toujours invitée dans le débat politique. Et il y est toujours. On ne peut pas me dire sur ce plateau ici que l'armée togolaise n'est pas politique. Quand vous prenez... je ne sais pas combien d'entre nous ont eu la chance de lire les statuts de l'armée. Moi, j'ai ce truc-là. Et dans les statuts de l'armée, clairement, il est dit... Vous ne pouvez pas être militaire et assumer un poste politique. Mais vous avez des militaires qui sont au gouvernement au Togo, qui n'ont pas démissionné de l'armée. Vous avez Agadazi qui est militaire et qui va faire des campagnes pour un parti. Il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Attendez. Non, je vais aller jusqu'au bout. Il n'a pas démissionné. Vous avez le colonel Yark qui est militaire, gendarme militaire, mais ils sont militaires les gendarmes. Ils sont sous le statut de militaire. Les gendarmes sont sous le statut de militaire. Et qui n'a pas démissionné. Et qui est au poste. Et qui est même allé au congrès d'un parti dans une tenue unie. Oui, on l'a vu dans la et donc, vous avez des préfets. C'était un week-end. Vous avez des préfets. Vous avez des préfets qui sont des postes politiques, qui sont assumés par des militaires. Et on en continue d'ailleurs de nommer. Et vous avez d'autres responsabilités. On peut les citer à l'appel. Et donc, cette armée-là, elle pèse énormément sur le jeu politique. Oui, mais c'est une anomalie, n'est-ce pas? Oui. Parce que vous voulez qu'on formalise maintenant cette anomalie. Parce qu'au fond, ce qu'on ne veut pas dire, ou bien ce que les gens n'ont pas le courage de dire, c'est que le pouvoir est militaire chapeauté par un civil. Je donne un exemple. Le Togo est le seul pays depuis 2009 qui n'a pas de ministère de la Défense, qui n'est pas un ministre de la Défense. Qui a rattaché à la présidence. Oui, mais qui est une violation de la Constitution. Je ne sais pas si vous le savez, qui est une violation de la Constitution. Parce que dans la Constitution, la présidence est différente du gouvernement. Vous ne pouvez pas être président de la République et avoir un poste au gouvernement. Lisez la Constitution. Oui, ça c'est vrai. C'est pas normal. Et donc, quand vous voyez même la nomenclature même de notre armée, le rôle que cette armée joue, les interventions de cette armée dans le débat politique, même parfois à visage découvert comme à visage non découvert, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'armée n'est pas un acteur de ce qui est en train de nous arriver. Et puis, n'oubliez pas, si aujourd'hui il est un acteur, ou bien certains le doivent l'armée comme l'un des problèmes, demain aussi, elle fera partie de la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour dénouer le problème togolais, il faut forcément l'implication de l'armée. Le nœud du problème togolais, et que les gens ne veulent pas dire, c'est en partie l'armée. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est en partie l'armée. Pour
dénouer le problème togolais demain, il faudra aussi regarder du côté de l'armée. Si le parti au pouvoir ne s'adossait pas à cette force-là, mais la donne aurait déjà changé. D'accord, très bien. Oui, Tchaniaou, vous n'êtes pas d'accord avec Ferdinand? Non, lorsque Ferdinand disait qu'il y a eu des officiers supérieurs de l'armée ou des officiers de l'armée qu'on a nommés préfets, soit ministres et qui n'ont pas démissionné, je voudrais juste donner la précision parce que moi j'ai eu la chance au moins de faire 10 ans de mon parcours dans un cabinet ministériel comme conseiller en communication. J'ai pu comprendre que lorsqu'on nomme un officier ou un militaire ministre, il ne se met plus en treillis. Ça veut dire que dans leur règlement, il ne porte plus le treillis militaire. Donc ça veut dire qu'il a quitté. Oui, on a quitté. C'est-à-dire attends que je finisse. Oui, ça veut dire, écoutez, vous allez constater que dans les images du rapport général, vous allez voir Agadazi qui est en veste. Vous allez voir, attendez. Vous allez voir Yark qui est en costume. Vous allez voir Agadazi qui est en costume. Lorsque vous allez observer, vous verrez que les autres préfets, tout ça, ils sont en costume. C'est pour dire que ces gens-là, ils ne sont plus, on ne peut plus leur faire appel, par exemple, pour aller sur un front ou pour aller dans une mission quelconque. Ils sont sur quel statut? Non, oui, mais pendant attendez, par exemple, aujourd'hui, le ministre, laisse-moi finir. Oui, c'est toujours militaires, ils sont militaires, mais ils ne sont plus dans les rangs. Ça veut dire que lorsque, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un comme Yark, quelqu'un comme le ministre Agadazi ne seront plus ministres, vous allez les voir, ils vont reprendre leur treillis, leur galon. Est-ce que vous avez... Non, ça n'a pas de sens. Vous demandez aux officiers, vous avez... Ça a un sens. On parle juste d'incompatibilité. Non, ça a un sens. L'incompatibilité suppose que tu ne peux pas exercer les deux postes au même moment. C'est comme quand vous prenez tout ça. Oui, non, mais allez-y, quand vous prenez les députés, le colonel, puisqu'il ne porte pas le treillis, mais on continue pas l'appeler colonel. Oui, mais on va l'appeler colonel à vie. C'est à vie. Il a le galon. Même s'il est à la retraite. Il a le galon. Mais non, mais le galon est sous-entendu pendant qu'il est là. Quand il finit. Même quand tu es médecin, on t'appelle docteur. Non, je ne suis pas persuadé. C'est d'ailleurs. Écoutez, je vais prendre l'exemple d'un député. Là-bas aussi, il y a des postes incompatibles. À part les professeurs d'université, qui peuvent continuer par donner les cours en étant députés, les autres, vous arrêtez carrément. C'est pour ça que quand les DG des sociétés se font élire, ils ne siègent pas. Parce qu'il y a, soit il démissionne, il n'est plus DG et il siège au Parlement, ou alors il laisse sa place à quelqu'un d'autre. Mais le jour où vous finissez, vous n'êtes plus député, vous reprenez votre profession. Le vendredi prochain, je vais apporter ici le statut de l'armée. Nous allons le lire ensemble et chacun fera son interprétation. Pour moi, je pense que c'est pas la même chose. Bon, je vous pose une question. Et je vous pose une question. Attendez, une question avant qu'Abi parle. Est-ce que c'est au Togo seulement qu'il y a des officiers ou des gens de l'armée qui sont ministres? Non, c'est pour dire... Tout à l'heure, vous avez... Attends, non, écoute. Ce n'est pas... Non, Eric, ce que je suis en train de dire... Non, on parle du Togo. Quand vous dites pourquoi on l'appelle encore colonel, quand le général de Gaulle a dirigé la France, on lui a enlevé le titre général. Écoutez. Il a toujours porté le titre général de Gaulle. Que dit la Constitution de France par rapport à ça? Il n'était plus militaire. Il était vous savez, on lui a toujours gardé parfois, non, Ferdinand, vous avez relevé un point très pertinent, mais je crois que ce que nous sommes en train de dire, il faut essayer de le prendre aussi au sérieux, parce que ce n'est pas, quand je disais que ce n'est pas au Togo seulement, vous allez même au Ghana, ici vous avez des officiers qui sont dans le gouvernement, vous allez au Bénin, vous envoyez plein, vous allez au Niger, au Nigeria, partout, mais la seule condition, même en France, vous pouvez en trouver si nous cherchons. Donc la seule condition, c'est qu'un officier en fonction ou bien un militaire en fonction nommé ministre, il ne porte plus ses galons. Ça veut dire qu'il a démissionné de l'armée. Non, il démissionne et quand il finit, c'est comme ça. Non, c'est comme ça dans les statuts là. Il cesse d'exercer. C'est très simple. C'est très simple. Si Feu Yadema avait eu la chance de continuer, il est général de son état, je crois 5 étoiles. Il était là avec nous. Et qu'un jour, les généraux, c'est différent, comme les hôtels. Vous comprenez quoi? Donc,
c'est-à-dire les catégories, quoi. Donc le top, c'est 5 étoiles. Donc, s'il y a supposé qu'il n'était pas mort, il est là, il n'est plus président. À partir de 2005, il dit, bon, ça suffit, je me retire. Vous pensez que si son âge n'était pas, n'était pas encore retraitable et qu'il a laissé la politique, vous pensez que s'il n'y a pas d'incongruité qu'il retourne dans l'armée? Vous ne comprenez pas. Quand la Constitution dit que on doit quitter le corps habillé avant de se lancer en politique, vous pensez que quelqu'un qui va en politique, quand sa carrière finit là-bas, il reprend la tenue, vous pensez que c'est normal? Non, donc moi je pense que c'est ça. Ça fait partie. Même au Bénin. Je dois. Monsieur, qu'est-ce qui vous a été envoyé là? Monsieur, merci beaucoup. Retour en studio pour la seconde partie de Taxi Price avec Abi Alpha Isotou, Fabrice Pekezi, Ferdinand Ité, Tanyao Arimiaou. L'autre sujet que nous souhaitons aborder, c'est la dernière sortie, sinon la sortie de Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, une sortie largement commentée, la presse en a parlé abondamment. Abi Alpha, est-ce que il y a une volonté du prélat de faire de la polémique ou de contribuer au débat qui est en cours? Je crois que ce que le prélat dit, s'il ne l'avait pas dit, il fallait l'inventer. Donc c'est venu, comme disent les Français, à point nommé. Et il ne peut pas dire mieux que ça. Moi, je crois que quand on est devant une certaine situation, c'est vrai, au moment où on pense que c'est possible de reprendre la main, de reprendre les dessus, tous ceux qui vont se mettre en face vont être des adversaires. Mais quand on aurait tout perdu, on se rend compte que, au fait, ceux que vous combattez, c'est eux que vous aimez, ceux que vous disiez certaines vérités. Donc, en tant que prélat, en tant qu'autorité de certains, qui d'ailleurs a une expérience en termes d'intervention dans les affaires politiques, oui, ancien par rapport à son palmarès, son passé et l'expérience qu'il a accumulée, sans oublier son âge. Je crois que c'est après moult réflexions qu'il a fait cette sortie. Il n'a pas quitté comme ça pour, n'est-ce pas, faire un coup d'éclat, parce qu'il faut le faire pour occuper la galerie. Donc moi je pense que il a donné sa position. Elle n'est pas sa position en tant qu'individu. Comprenne qui veut. Et si les gens doivent prendre... C'est à lui. Vous savez ce que Monseigneur Kodjo est dans ce pays. Si vous estimez que c'est sa position à lui en tant qu'individu, Kodjo, Fanoko, ça regarde ceux qui pensent comme ça. Mais moi, je pense qu'il a donné une position dans laquelle beaucoup de personnes se retrouvent. Je ne sais pas hiérarchiquement s'il y a quelqu'un qui lui a dit de faire ça, je ne peux pas le dire ici, mais c'est trop facile de dire que sa position n'engage que lui. Donc moi je pense qu'il a donné sa position, il a fait une sortie politique en tant que sage par rapport à son corps de métier qui est la vocation vis-à-vis de Dieu. En tant que sage, il a donné son point de vue. Et si les gens pensent que c'est une fronde qu'on leur a lancée, ça les regarde, mais je ne pense pas que ce soit une fronde. Je ne pense pas que ce soit une fronde, c'est une façon de contribuer pour d'abord apporter un soutien de façon à aider ceux qui sont en face, ceux qui estiment actuellement que c'est eux que les Togolais n'aiment pas. De les aider à sortir par la bonne porte, à trouver la bonne formule. On a vu des gens traverser des situations pires que celles que traverse notre régime, mais qui ont su sortir et qui ont rebondi. À un moment donné, au Bénin, Kérékou, c'était vraiment une peste. Il s'en est allé, mais vous avez vu comment Kérékou est revenu sur la scène. Donc, apparemment, je me dis ou bien que les gens n'ont rien à vendre comme qualité. Et ils se disent que si on ne tient pas les câbles qu'on part, on serait parti une fois pour de bon. Sinon, si moi j'ai géré une république pendant 50 ans, où j'ai eu l'expérience de 50 ans, j'ai eu des relations de 50 ans, j'ai eu des manettes diplomatiques de 50 ans et que des gens, s'il vous plaît. Tu gères 50 ans, 50 ans. S'il vous plaît, je parle de... Tu comprends? Donc, si j'ai eu à gérer comme ça pendant 50 ans et que j'ai eu ces avantages-là, d'avoir toutes les entrées, qu'à un moment donné, des gens qui ne s'y connaissent pas,
t'es venu, puis viens me dire que ça suffit, il faut partir, tu es un énergumène. Je veux m'esclipser avec l'espoir que mon expérience que j'ai encore dans la poche, en 2-3 ans, ça va les rattraper. Apparemment, les gens ont peur de partir parce qu'ils n'ont rien vraiment à vendre. D'accord, très bien. Alors, je voudrais quand même dire que Monseigneur Philippe Farouk Okpodjo, vers la fin de sa déclaration, il disait, et c'est là où le débat a été donc a constitué une polémique pour certains, il dit en toute humilité, je réitère la demande de la réhabilitation de la Constitution de 1992 dans son intégralité, avec toutes ses implications juridiques et des élargissements enrichissants si nécessaire. Ce qui suppose que notre chef de l'État finisse complètement et convenablement et dignement son mandat actuel et accepte de ne plus se représenter aux élections de 2020, ce qui sera tout à son plus grand honneur. Autre élément, il dit aux partis politiques et aux autres associations de la société civile, je demande le culte de l'intérêt et du bien commun au lieu de l'esprit partisan, du moi ou rien, dont ils nous ont fait la démonstration jusqu'à maintenant, preuve des démons, esprit du mal, habile à diviser pour régner. Comment vous analysez finalement toute la sortie des démons, Seigneur Fabrice? Oui, surtout les extraits que tu viens de lire, là, il y a une confusion à un niveau. Alors quand il demande de revenir intégralement à la Constitution de 1992 et au même moment il dit si possible son enrichissement, bon. Oui, il dit ça devait l'enrichir. Oui, donc s'il y a possibilité de l'enrichir, ça voudrait dire que le retour intégral pose problème. Et je crois qu'aujourd'hui c'est ça le débat. Mais bon, de façon globale, il faut dire qu'aujourd'hui, Monseigneur Okpodjo a été un peu inspiré par ce qui se passe en RDC. Et avec Monseigneur Laurent, vous savez que c'est lui aussi qui avait dirigé la conférence nationale au niveau de l'ex-Zaïre, au même moment où Okpodjo dirigeait celle du Togo. Et vous avez vu que la conférence nationale du Togo et celle de l'ex-Zaïre étaient pratiquement similaires. D'abord, ça a duré plus que prévu, des invectives, et puis finalement, ça n'a rien donné concrètement. Contrairement aux Béninois qui se sont retrouvés en l'espace de 2 semaines pour régler l'affaire. Donc, il y avait une certaine similitude entre eux. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ces deux prélats semblent porter un peu dans leur conscience une certaine culpabilité par rapport au fait qu'ils n'ont pas réussi à faire changer les choses en leur temps. En leur temps, c'est-à-dire que depuis ce temps-là, il y a un impact qui est resté jusqu'aujourd'hui. Et donc, bon, au dernier moment de sa vie, ça peut s'apparenter à un testament ou à une certaine confession. Opération de rachat. De rachat. Et donc, ce qu'il dit effectivement, donc quand vous voyez que c'est pratiquement le scénario, bon, sauf qu'au niveau de la RDC, c'est pratiquement l'Église qui est... Oui. Qui fait face au pouvoir. Bon, ici, c'est justement quand vous prenez son message, il a beaucoup plus mis l'accent sur le fait qu'il a été le président de la conférence nationale, le Haut Conseil, tout ça là, en fait, des qualités qui se rapprochaient beaucoup plus du monde politique. Mais il faut dire quand même que tout n'est pas mauvais dans ce qu'il a dit, tout n'est pas bon non plus. Il y a des éléments quand même qui peuvent aider les gens. Les gens peuvent s'inspirer de ça pour réaliser beaucoup de choses. Et puis, il est mieux placé pour dire certaines choses. C'est quelqu'un qui est pratiquement au soir de sa vie. Monseigneur Okpodjo ne fait plus de calcul. Pour qu'on dise, bon, il veut ceci ou il veut cela. Si c'était toi et moi, on peut nous prêter des intentions. Lui, c'est un peu la parole d'un sage. Et il a parlé de sa contribution, de son éclairage. De sa contribution. Donc, ce n'est toujours pas non plus dit que tout ce que les sages disent, tout est bon sur toute la ligne. Mais quand cela ne tient, il y a quand même des choses dedans qui sont intéressantes. Et des prévisions par rapport à son âge, je crois qu'il a quand même une certaine culture qui lui permet de lire les événements à venir et d'avertir les gens sur certains aspects. Maintenant, nous tous, nous allons lire cela. Chacun prendra en âme et conscience ce qui l'intéresse dans pour voir qu'est-ce qu'il peut en faire. Et donc ça reste son opinion, mais je considère que c'est un document quand même dense. Mais sauf que peut-être ça on me donnait l'occasion de mettre une critique par rapport à cela. Moi je crois qu'il aurait pu nous faire un peu économie du début où il a beaucoup plus parlé de lui. Parce qu'on a l'impression c'est comme s'il a gardé
une haine ou une dent, bon, on dit c'est un prélat, mais c'est un homme aussi. Parce que quand vous prenez les circonstances dans lesquelles il a été fait sa nomination, apparemment le régime n'a pas voulu, comment ça a été. On a l'impression comme s'il a gardé quelque chose en lui et qui justifie aujourd'hui, puisque ceux qui vont prendre cette sortie-là comme dressée contre eux, ça peut leur donner l'impression qu'en réalité, il nourrissait une certaine rancœur depuis ces événements-là et qu'aujourd'hui, il exprime ça d'une autre manière. Alors, le confrère l'évêque de la Nation ce matin lui dit clairement que Monseigneur Podro en rajoute à la polémique. Ferdinand, vous ne pensez pas la même chose, puisque vous avez écrit ce matin que Monseigneur Philippe Podro a plutôt indiqué une sortie honorable à Faure Gnassingbé. Oui, je crois que nous nous plaignons souvent que dans nos sociétés, il n'y a pas de personnalités fortes, des sages, des gens parfois qui interviennent pour essayer de donner des orientations. Comme on en trouve. Bon, même en dehors des intellectuels, pas seulement les intellectuels, mais bon, on parle par exemple au Burkina, ils ont un grand chef là-bas, un roi que tout le monde respecte, au Ghana, tout ça. On n'en a pas dans nos pays. Du coup, lorsque on fait ce genre de débat où il y a des crises, ça va dans tous les sens. Moi, je pense que la sortie de Monseigneur Podro, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui comme conseil à donner à M. Faure Gnassingbé, c'est-à-dire que il faut qu'il pense à partir au terme de son mandat, c'est ce que tout le monde lui dit. Maintenant, comme le disent les Grecs, celui qui te donne les conseils ne t'empêche pas de réfléchir, c'est à lui de voir où il va aller. C'est-à-dire que quand on prend le problème togolais, moi j'ai toujours l'habitude de dire, je suis de ceux qui pensent que le problème togolais n'est pas un problème juridique. Quand des gens viennent, je reviens toujours à ces fameux juristes pour dire que oui, la constitution dit il faut un troisième, il faut un quatrième, il peut aller autant qu'il veut. C'est un problème moral. C'est un problème éthique. Est-ce que c'est normal que dans une société ou dans un pays ou dans une république, une seule famille, à coup de fraude électorale, de coup de force, tout ça peut garder le pouvoir jusqu'à 58 ans? Si on enlève 50 ans de votre vie, il vous reste quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Même dans les pays où les gens ont confisqué le pouvoir, à un moment donné, les choses évoluent. Quand je prends aujourd'hui l'exemple du Cuba, dans 2 mois, le Cuba n'aura plus un Castro à la tête du pays. Et ce pays a connu une succession adelphique, c'est-à-dire de frère en frère. Contrairement à d'autres pays, c'est comme en Arabie Saoudite où ils ont toujours la succession adelphique de frère à frère, jusqu'à ce que récemment ce mode de succession a été mis en cause avec le choix du prince Salman, ce qui est d'ailleurs le problème en Arabie Saoudite. C'est pour ça qu'on attrape les princes, on leur retire l'argent. Et donc le Cuba, après 60 ans de règne des Castro, ils ont compris que mais une seule famille ne peut pas continuer par régner éternellement sur le pays. Ils ont choisi un dauphin. En mars, il n'y aura plus de Castro à la tête du Cuba. Donc à un moment donné, il faut accepter de partir par, je ne sais pas, par la grande porte. Il ne faut pas se faire humilier, parce que vous le veuillez ou non, les événements vont vous rattraper. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Que vous le veuillez ou non, les événements vont vous rattraper. Et moi j'ai toujours dit dans ce studio que des gens qui pensent qu'ils vont utiliser les subterfuges pour gagner du temps, le dilatoire va les rattraper. Un jour de plus, c'est un jour de trop. Surtout lorsque un régime est là et est en face d'une contestation comme le nôtre. Donc, moi je pense que ce que Podro a dit, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à M. Faure Gnassingbé. Les gens même qui sont dans une île n'en pensent pas moins. Parce que je ne pense pas que des gens sont dans une île, n'ont pas d'ambition présidentielle. Donc, de mon point de vue, il faut réfléchir, il faut à un moment donné se dire, bon, mon père a fait 38 ans, je ferai 15 ans en 2020, il faut quand même que je pense à partir, mais dans la dignité, pas dans l'humiliation. Si c'est des choses qu'il faut négocier, en politique tout est possible, il faut toujours trouver une porte de sortie, que chacun parte la tête haute et que le pays gagne. Moi je pense que c'est ça. Bon, moi je crois que Philippe Podro est connu de tous les Togolais. Les gens, quand on parle de Monseigneur Podro, les gens voient la conférence, les gens voient la pré-conférence, et tous les Togolais savent le rôle que ce évêque ou archevêque, c'est évêque non, archevêque émérite à la retraite, avait joué dans la balance au Togo ici. Et donc c'est un sage, c'est quelqu'un qui est au soir de sa vie, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui n'a rien à perdre, qui n'a pas d'ambition, qui n'attend rien. Bon, sa sortie, moi j'ai vu l'image. C'est un sage, on lui reconnaît, on lui concède ça. Mais quand vous le voyez, vous sentez une fougue. C'est comme il y a une haine,
qu'il veut déverser certaines... Je sais pas, parce que... Je sais pas, parce que quand vous le voyez, les mains, comment il le fait... Moi, je crois que quand un sage veut parler, j'aurais aimé voir Monseigneur sur une autre piste. Sur la piste, par exemple, de dire aux gens comment ils doivent pouvoir opérer le dialogue et qu'est-ce qu'ils doivent donner pour pacifier le pays. Je viens pour dire que quand il a parlé de Faure Gnassingbé en disant que Faure devrait sortir par la grande porte en partant en 2020, Faure, il est aujourd'hui le président de tous les Togolais. Il a des comptes à rendre aux Togolais, aussi bien aux Togolais qui sont dans la rue qu'aux Togolais de son parti UNIR. Et donc, moi, je crois que si aujourd'hui, il parle du retour à la Constitution de 92, il faut que les gens essayent d'expliquer, parce que là, le dialogue, il est en train de démarrer. Mais je sais qu'il y aura des questions qui vont revenir à ces dialogues et que les gens doivent faire l'effort de solutionner pour éviter que les choses échouent. Par exemple, si on revient à la Constitution de 92, les juristes ou les gens qui seront à la table essaieront de voir si le simple fait de retourner à la Constitution 92 dans son intégralité, point par point, suffit pour dire par exemple que bon, Faure est disqualifié parce qu'ayant fait déjà 3 mandats. Mais si cela n'est pas le cas, parce que le problème de la rétroactivité reviendra toujours. Si ce n'est pas ça, mais Philippe Podro aurait pu dire par exemple aux Togolais qui se retrouvent au niveau de la table de discussion, voilà, tout le temps les gens... C'est ce qu'il pense, il a dit. Oui, mais j'ai dit, quand il est sorti le dire, ça veut dire qu'il n'a pas pris en compte les militants du parti qui a investi Faure et qui lui ont dit, bon voilà, représente-nous. Parce que si Faure doit partir, d'abord, ça doit venir de lui-même. Aujourd'hui, quand nous parlions des démissions en Afrique du Sud... il a précisé qu'il ne demande pas que le président Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Mais qu'il ne se représente plus. J'ai dit oui. Si la Constitution 92 revient et qu'il n'y a pas rétroactivité et que la Constitution, la loi fondamentale du pays, après le dialogue, permet à tout citoyen de briguer et que tout reprend à zéro, il revient à Faure lui-même. C'est une question personnelle, intrinsèque à lui, de dire non, j'ai fait 15 ans, bon, je ne voudrais plus me représenter. Ou bien, cela revient aussi à son parti. Si le parti UNIR trouve que celui que nous avons toujours envoyé, c'est notre meilleur challenger, c'est notre joker, c'est lui qui doit aller parce que la loi le lui autorise, ça veut dire que Monseigneur n'a pas pris en compte tous ces paramètres. Et donc, il revient à tous ceux qui ont envie de briguer à la magistrature suprême du pays, de s'organiser, de mettre les garde-fous à tout niveau. Les gens disent tout le temps qu'on leur vole leur élection. Ils ont toujours été, ils ont gagné, on vole. Maintenant, quand il y a la possibilité de discuter, dites d'où que vous vienne le vol. Dites qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps et on vous vole. Mettez les dés, mettez tout en forme, allez aux urnes, battez celui qui vous vole tout le temps. Et là, le monde entier voit que ils sont allés aux urnes, ils ont battu fort. Mais dire simplement que quelqu'un ne se représente plus alors que on entre griffes, si la loi fondamentale permet à tout le monde de briguer, ça c'est une question de fond qui concerne UNIR et qui concerne Faure lui-même. Justement, ce n'est qu'un avis aussi. Non, je ne dis pas que c'est un mauvais avis, c'est un bel avis. On verra. Bien, Abi Alpha. Oui, je disais au départ que si cette déclaration de sortie n'avait pas existé, il fallait l'inventer. Heureusement qu'elle a existé. Et puis, Monseigneur Podro n'est pas le premier à dire ça à Faure Gnassingbé. Beaucoup de chefs d'État, au-delà de ces personnalités sur le plan national, beaucoup de chefs d'État lui ont tenu le même discours. Nous n'avons pas vu ça. Nous n'avons pas vu ça. C'est dans les coulisses. Je crois que, s'il vous plaît, c'est le charlatan. Tout ce que tu avances ici comme information, là où tu as vu, nous, on n'est pas là-bas. Non, je n'ai pas dit qu'un chef d'État dit. J'ai parlé de Podro. Moi, je dis beaucoup de chefs. Je crois que ce que nous disions, si Faure même n'écoute pas, les gens de son entourage, il le dit. Si je suis en train de divaguer dans les nuages avec du mensonge, je crois qu'il nous écoute. Donc, moi, je pense que Monseigneur n'est pas le premier à le dire à Faure Gnassingbé. Et puis, par rapport à l'état imparfait, ou bien, je ne sais pas, imparfait de cette constitution, mais c'est la majorité des Togolais dit qu'on la veut comme ça.
Nous avons voté pour ça. Est-ce que vous avez trouvé la majorité qui disait... C'est ça que je n'aime pas que les gens disent. C'est-à-dire, vous n'allez pas le dénier à parler. Il parle de la majorité. Avec quoi tu mesures ta majorité de force? C'est parce que ceux qui sont dans la rue sont plus nombreux que ceux qui... Non, c'est pas évident. Est-ce qu'il a pu les sortir? Depuis là. Donc tu voulais que les gens sortent, les gens... Les gens ont partagé l'argent, même. Est-ce que les gens... Non. Il faut qu'on ne peut pas raisonner comme ça. C'est l'hypocrisie que nous non, c'est pas l'hypocrisie. C'est-à-dire la réalité en face. Tout le monde ne peut pas rester. Tu peux pas dire. C'est ce que tu vis, je vis. Parce que quand on fait les débats, on sort des gens comme ça, même parfois des gens que nous pensons qu'ils sont des vanipés. Ils nous interrogent avec des questions simples mais pertinentes, tu ne peux pas répondre. Non, je pense que c'est... À qui il pose les questions? C'est à toi. C'est à toi aussi. Non, mais personne. Quand on me pose, je réponds. Parfois même nos enfants, ils te posent. Tes enfants te posent quelles questions? Tu es embêté. Tu es embêté. Donc moi je pense que... Non. Moi je pense que si tu veux parler, parle de ceux qui sont dans la rue. Mais ne dis pas que c'est la majorité. Les débats politiques que nous faisons ici, le juridisme que nous faisons, ne peut pas changer ce qui se passe dans le quotidien de tous les Togolais, ce que les Togolais voient dans la rue, dans les maisons. Donc moi je pense que c'est une réalité. C'est vrai que la vérité, elle régit les yeux, mais elle ne peut pas crever les yeux. Monsieur le Monseigneur a fait sa part. Bon, si les gens pensent que c'est un crime, tant mieux. Lui, il aurait dégagé sa conscience. Non, moi je pense que, je réitère mes propos, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux comme conseil qu'on peut donner aujourd'hui à Faure Gnassingbé. Mais s'il pense que, il peut continuer par régner éternellement, bon, c'est à lui de voir. Mais c'est un pays, l'envie de voir le changement est très fort dans le pays. On a vu, aujourd'hui on tient certaines villes par des déploiements militaires pour qu'on ne dise pas que la contestation est généralisée. Et donc à un moment donné, les événements risquent de les rattraper et même de précipiter même certaines choses. Donc moi je pense que c'est des conseils que d'autres personnes aussi donnent. C'est pas seulement Podjoro qui l'a dit, qui aussi en a donné. J-Chris l'a dit, oui. Le président Bouhari l'a dit, et tout le monde a entendu. Et donc je pense que ceux qui le disent ne sont pas aussi idiots que ça. Donc c'est à celui qu'on donne les conseils de savoir ce qu'il veut faire et ce qu'il ne veut pas faire. Alors, pour finir par rapport à cela, mais je crois que jusqu'aujourd'hui aussi, Faure non plus ne nous a pas dit si sera candidat. Oui, il n'a rien dit. En 2020, donc bon, c'est jusqu'aujourd'hui, même si en 2020 il n'est pas candidat, aujourd'hui on ne connaît pas sa décision personnelle. Bien sûr. Bon, les conseillers, chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut. Faure aussi a sa position, on saura ce qu'il pense exactement. Parfait. Par rapport à 2020. Hier, les discussions politiques tant annoncées ont commencé avec les travaux préparatoires. La chose sérieuse, nous va-t-on dire, c'est lundi prochain. Est-ce que vous y croyez, Tchadiaou, par rapport à cette discussion? Par rapport au dialogue, je crois fermement que ce dialogue va aboutir. Mais il va aboutir à condition que ceux qui seront à cette table de négociation soient des gens de bonne foi, qui ont compris qu'il faut se mettre en hauteur, qu'il faut éviter de lutter pour soi, mais pour le Togo. Si les gens comprennent ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ils doivent savoir que au centre de toutes les discussions, il faut regarder avant tout le Togo et nous, les Togolais, et non les intérêts partisans de ces partis qui sont autour de la table. Comme Monseigneur Podjoro l'a dit aussi. Oui, mais comme le Monseigneur l'a dit. Mais Monseigneur, il a dit beaucoup de choses. Le point que j'évoque aussi fait partie de ce qu'il a dit. Et j'ai dit que quand les gens auront cette envie, ça veut dire que les gens seront prêts à discuter des questions qui sont des questions fondamentales, qui sont des questions bien précises, qui sont réalistes. Ça veut dire que les gens ne viendront pas avec un agenda particulier pour dire, bon, nous sommes arrivés, si ce n'est pas temps, on prend nos clics et nos cas qu'on part. Et donc, les gens doivent savoir faire des concessions. Il faut éviter la surenchère. La surenchère, mais il faut faire des concessions utiles pour le peuple togolais. Merci. Abi Alpha, on va aller vite puisqu'on n'a que 7 minutes. Je crois que le dialogue, je crois que par rapport au dialogue, oui, bien sûr. Je crois que c'est une opportunité qui est en fait sur un plateau d'or.
l'opposition qui la sollicitait, elle est devant les faits. Le pouvoir qui ne voulait pas, le pouvoir est devant les faits. Je crois qu'ils vont pouvoir s'accorder, mais c'est que ces deux camps sachent que rien ne serait plus comme avant, parce qu'on a connu aussi des situations où les gens sont en dialogue, ils envoient leurs représentants avec des agendas différents. Eric, tu iras dire ceci, Fabrice, tu iras dire cela. Exactement, pour la même représentation. Juste une façon de capoter le dialogue. Et c'est ça qui a fait capoter le dialogue de Togo Télécom. Donc, je pense que les gens doivent savoir que la population joue à la sentinelle. Les gens sont regardants. Rien ne serait plus comme avant, parce que quand même 50 ans, on ne le dira jamais assez. 50 ans, c'est assez dans la vie d'une république pour qu'une seule famille s'en accapare, quoi. Fabrice. Oui, bon, d'abord, c'est bien que Abi reconnaisse que c'est l'opposition qui a demandé le dialogue. Bon, maintenant, ceux qui envoient le second couteau, effectivement, ça aussi, il faut s'en inquiéter. Pour l'instant, c'est un comité préparatoire qui travaille. Oui, on est en train de faire une analyse. Mais dans Unir aussi, c'est le second couteau. Oui, c'est ce que je dis. Je n'ai pas cité quelqu'un. Ceux qui envoient le second couteau, c'est valable pour tout le monde. Il faut aller tâter le terrain. Parce qu'on a déjà vu aussi certains leaders aller en visite, comment on l'appelle là, quand on était scout, il y avait une expression exploratoire. Mais il y a aussi des leaders qu'on n'a plus vus. Alors on se demande s'ils seront au dialogue ou pas. Tipeee et Tedam notamment. Oui, ils seront là. Visiblement, une paranoïa. C'est ce que vous avez dit une fois. Ils seront là. On espère que les têtes de liste seront effectivement là à ce dialogue. Pourquoi on n'envoie pas les seconds couteaux qui sortiront à tout moment pour donner des... Certainement que les seconds couteaux sont plus dangereux que les premiers couteaux, on ne sait jamais. Pas sûr. C'est-à-dire, parfois le rythme est brisé lorsqu'il faut sortir pour appeler, avoir des instructions avant de... On a eu ça avec les Gilles Smith Olympio, pour les Fabre étaient allusion des forces de changement et autres. Donc bon, pour finir, c'est pour dire qu'effectivement, j'espère que tout le monde a écouté Luc Baudreau, parce que j'ai l'impression qu'on se focalise seulement sur qui doit quitter le pouvoir. Mais il a aussi dit que bon, il faut qu'on comprenne que quelqu'un doit finir son mandat et bien. Oui. Bon, donc, faut pas aussi qu'on aille là-bas et certains, juste après les préliminaires, disent tout de suite, bon, que quelqu'un quitte le pouvoir tout de suite et maintenant. Ça aussi, ça risque de compromettre le dialogue. Oui. Non, mais moi, je sais pas s'il faut croire, il faut pas croire. Bon, moi, je suis Saint-Thomas depuis, nous sommes au 27e dialogue. J'ai entendu dire qu'il n'y aura aucun sujet tabou. Certains avaient dit que certains sujets étaient proscrits. Maintenant, on dit qu'il n'y aura pas de sujet tabou. La même personne ça évolue. Ça évolue. Ça évolue. Et moi, je vois l'organigramme déployé par les médiateurs. Je salue l'organigramme au moins. Ça permet de prendre tout le monde en compte pour que les gens ne soient pas frustrés, surtout avec le forum qui sera organisé le dimanche en présence du président ghanéen, où on va inviter les personnes ressources, les autres partis qui ne seront pas directement impliqués dans le dialogue, les chefs traditionnels, les religieux, les associations de la société civile, pour que chacun puisse donner son avis, ses suggestions. Et maintenant, le dialogue même commence le 19. Je ne sais pas si c'est un hasard. Le 19 août était la date des contestations. Le dialogue commence le 19, lundi. Et donc, ça fait 6 mois jour pour jour que il y a eu les événements du 19 et le 19, il y aura le début du dialogue. Espérons que cette classe politique-là, dans l'ensemble, les gens puissent s'entendre pour sortir le pays de l'ornière. Monsieur, merci beaucoup. Mais peut-être que la presse n'a pas sa place. On fait partie. Oui, je voudrais aussi. Il faut qu'on le dise parce que nous faisons notre boulot et on est quand même un peu désolé que les reporters qu'on envoie sur le terrain, les journalistes qu'on envoie sur les lieux, ils sont repoussés comme des on veut pas, mais c'est nous qui donnons l'information à la population. C'est nous qui relayons l'information à la population. Il faut laisser les journalistes. Oui, mais les journalistes ont besoin d'avoir. Comme les gens voient les djihadistes partout, peut-être que parmi les journalistes, les gens ont besoin d'avoir les informations, d'avoir des sondes sur les radios. Donc, il faut laisser les journalistes que les rédactions envoient à l'hôtel de février faire normalement leur travail. Juste s'ils présentent leur papier de journaliste, badge, au cas de presse et tout ça. Dans certains pays, des trucs comme ça. Dans certains pays, il y en a qui intoxiquent.
Dans certains pays, ça se retransmet en direct. Qui intoxique. Donc peut-être que c'est aussi un élément intéressant. Il faut ce débat-là, ce dialogue, quand ça va démarrer, que cela dans certains pays, ça se fait en direct. Moi, pas en direct, non. Mais si des gens doivent discuter des sujets. Bon, peut-être que s'ils le faisaient aussi. Nos confrères aussi qui vont sur le. Il y en a qui intoxiquent. Il faudrait pas. Il faut faire du bon boulot. Nos journaux ou nos radios soient carrément banalisés. On t'envoie un reportage, tu ne ramènes pas encore l'image à ta rédaction. Tu as déjà sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi. Quand tu reviens, je te vire. Messieurs, merci beaucoup. Fabrice Petezi, Abi Alpha, Fergina Haïté, Tonya Waribiaou. Bon week-end à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jack Prosper. Appelez-moi Saint-Rigator. À bientôt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.